Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de novembre. Aujourd'hui j'ai encore une fois pas mal de titres à vous présenter, pas mal de romans et puis quelques graphiques qui viendront ensuite. On va démarrer tout de suite avec le tome 2 de la série À l'ombre du manoir par Lizzie Felton qui est publié aux éditions du Chat Noir. C'était donc un titre parfait pour Halloween. J'avais lu le premier tome, il me semble l'année dernière, peut-être il y a 2 ans, également pendant un Pumpkin Autumn Challenge, donc c'est ce que j'ai fait de nouveau. Dans cette série-là, on suit l'histoire d'une femme qui a 4 enfants et qui est tombée folle amoureuse d'un grand manoir qu'elle connaissait de visu. Son mari a décidé de lui offrir ce fameux manoir, c'est une famille qui est très riche et ils emménagent donc dedans. Ils ont tous des noms qui sont en rapport avec la musique, donc c'est vrai que j'ai un petit peu tendance à les confondre, mais on a en gros d'abord les 2 aînés qui sont 2 jumeaux, un garçon et une fille. Puis on a un petit garçon qui est pas mal plus jeune et puis enfin la petite dernière qui est une petite fille. Et on va donc suivre toute cette famille qui s'installe dans ce manoir dans lequel il commence à y avoir de plus en plus de manifestations qui se passent et de plus en plus de choses assez étranges. On comprend que ce manoir n'a pas forcément l'air de leur vouloir que du bien. Dans le premier tome, on avait plutôt toute une ambiance qui montait au fur et à mesure. Dans ce second tome, on se retrouve déjà directement dès le départ dans une situation dans laquelle c'est la galère. C'est vrai que moi, à la lecture du premier tome, je trouvais que c'était peut-être un petit peu dommage d'avoir fait une duologie, que ça aurait peut-être mérité d'être un seul tome. Sauf que finalement, à la lecture de ce tome 2, je comprends le parti pris de Lizzie Felton, puisque pour le coup, elle a décidé non pas de faire quelque chose d'un petit peu mystérieux, mais de faire quelque chose auquel il y a vraiment toutes les explications qui sont données à la fin, qui sont toutes cohérentes, etc. Et du coup, effectivement, ça justifiait, à mon sens, le fait que ce soit en 2 tomes. Ce second tome, je l'ai trouvé un petit peu lent au départ, mais c'est vrai qu'ensuite, on a toutes les révélations, donc le rythme s'accélère pas mal. Et puis pour le coup, voilà, on a vraiment toutes les réponses qu'on attendait. Et ça, c'est quand même assez appréciable dans la lecture. C'est vrai que du coup, on voit vraiment que tout est bien ficelé. Après, est-ce que c'était nécessaire que tout soit expliqué? Je sais pas forcément. Ça dépend un petit peu des préférences de chaque personne. Pour ma part, j'ai pas forcément besoin dans un roman qu'on ait toutes les explications possibles et imaginables, surtout quand on part de quelque chose comme ça avec une grosse explication fantastique derrière. Du coup, voilà, pour moi, il y a certains éléments qui peuvent justifier le fait d'être mystérieux, mais je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde et que certaines personnes aiment avoir un petit peu plus de détails, ont plus de mal par exemple avec les fins ouvertes. Par contre, juste un tout petit bémol par rapport à ça, c'est par rapport justement à la fin. J'ai trouvé que par rapport à tous les événements qui se passent dans le récit et qui sont très sombres, dans lesquels on se demande vraiment s'ils vont réussir à s'en sortir et comment est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir, j'ai trouvé que finalement la fin était peut-être un petit peu trop joyeuse et que du coup ça collait pas forcément avec le niveau de galère dans lequel ils sont pendant tout le reste du roman et de la duologie en fait en général. Mais voilà, en tout cas je suis contente d'avoir lu ce tome 2, c'est vrai que je savais pas forcément si j'allais le lire ou pas parce que j'avais bien aimé le tome 1 mais j'avais pas non plus une attente particulièrement pressante d'avoir ce tome 2 et finalement voilà, je suis contente de l'avoir lu, je suis contente d'avoir eu le fin mot de cette histoire et d'avoir eu justement toutes les explications amenées par Lizzie Felton. Ensuite, j'ai enfin découvert un énorme succès littéraire, à savoir Sorcery of Thorns par Margaret Rogerson. Et d'ailleurs, j'ai également enchaîné avec Mysteries of Thorn Manor, dont je vous reparle juste après. Pour ce qui est de Sorcery of Thorn, c'est un récit qui me faisait vraiment super envie, c'est pour ça que j'avais fini par craquer dans cette édition Grimoire Collector, puisque je ne l'avais pas encore acheté au moment où ils l'ont sorti. Donc on va suivre l'histoire de Elizabeth Scrivener, c'est une jeune femme, une jeune apprentie bibliothécaire. Elle travaille donc dans l'une des principales bibliothèques du royaume, et dans ce récit-là, les livres, et plus particulièrement les grimoires, ont des pouvoirs un petit peu particuliers, puisqu'en fait ils sont habités. C'est-à-dire qu'il y a également des romans classiques, comme n'importe quel livre, et puis il y a donc les grimoires. Les grimoires, c'est des livres voilà, qui ont des particularités propres, qui ont des capacités magiques, qui ont une personnalité. Et ces grimoires, il y a ceux qui sont tout à fait inoffensifs, et puis au fur et à mesure, ils sont classés par ordre avec des grimoires de plus en plus dangereux. Certains peuvent être assez susceptibles, certains peuvent servir à invoquer des démons, enfin voilà, on a différents grades. Au début du récit, Elisabeth va retrouver dans la bibliothèque dans laquelle elle est apprentie, la bibliothèque qui l'a recueillie alors qu'elle était tout bébé, elle va retrouver en pleine nuit sa maîtresse, sa mentor qui a été tuée, et elle va se retrouver accusée de ça puisque c'est la première personne qui s'est retrouvée sur les lieux. Elle va donc être entraînée vers la capitale par un mage, en sachant que les mages ne sont pas forcément considérés d'un très bon œil, notamment par les bibliothécaires, et elle va donc voilà, se retrouver embarquée avec Nathaniel qui est chargé de l'amener devant la cour devant laquelle elle sera jugée. Et au final, assez rapidement, Elisabeth et Nathaniel vont se rendre compte qu'Elisabeth a peut-être certaines capacités qui expliqueraient le fait qu'elle était la première présente sur les
les lieux et qui expliquerait pas mal de choses. Et on va voir petit à petit la relation s'installer entre Nathaniel et Elisabeth. C'est un récit que j'ai plutôt bien apprécié, mais je dois dire que j'ai surtout beaucoup apprécié l'idée de départ, l'idée de faire vivre les livres, la manière dont l'univers est construit, dont la magie est amenée dedans, etc. Tout ça, ça m'a vraiment particulièrement plu. Le personnage d'Elisabeth, je l'ai trouvé plutôt sympa. J'ai également vraiment bien apprécié le personnage de Silas, qui est donc un démon, puisque chaque mage et chaque famille de mages en fait est liée avec un démon. Par contre, pour ce qui est du personnage de Nathaniel, j'ai trouvé que c'était un personnage qui était intéressant, mais qui finalement était pas forcément assez creusé. J'ai trouvé qu'on restait un petit peu en surface de lui. Et de manière générale, je pense que c'est un petit peu le reproche que j'aurais à faire à ce récit-là. Je trouve qu'effectivement ça reste parfois un petit peu trop en surface et ça m'a laissé un petit goût de trop peu. J'aurais aimé que ce soit un peu plus recherché. Je m'attendais peut-être un petit peu plus. La fin se termine sur quelque chose d'assez costaud et je sais pas très bien s'il y aura une suite ou pas. Je sais pas très bien où est-ce que ça en est. Puisqu'ensuite j'ai donc enchaîné sur Mysteries of Thorn Manor, qui pour le coup est un titre qui est beaucoup plus court, il fait un peu moins de 200 pages. Donc je sais pas vraiment si c'est à considérer comme une suite ou si c'est à considérer plutôt comme un tome hors série et qu'il y aura un vrai tome 2 plus long qui viendra ensuite. N'hésitez pas à me dire si vous avez les informations. Dans ce petit tome hors série, on va donc découvrir le manoir Thorn. Et ce manoir est assez facétieux, a pas mal d'histoires en lui. C'est vraiment un manoir qui a connu toutes les générations de mages Thorn et du coup c'était super chouette de découvrir ça. Moi j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là, j'ai beaucoup aimé découvrir vraiment ce manoir qui est une personne à part entière finalement et découvrir toute l'histoire de la famille de Nathaniel. Par contre sinon en dehors de ça c'est un titre qui est assez centré sur la romance entre Elisabeth et Nathaniel et c'est pas ce qui me passionne le plus dans cette série depuis le départ. Donc voilà, du coup j'étais contente de le lire pour voir les développements sur l'univers, mais pas forcément plus que ça pour la romance en tant que telle. Par contre c'est vrai que pour le coup ce roman-là répond finalement à la question et au gros cliffhanger qui nous laisse à la fin de Sorcery of Thorns, donc c'est vrai qu'on peut se demander si ça peut s'arrêter là. D'un autre côté leurs aventures pourraient clairement continuer vu ce qui se passe, donc je ne sais pas exactement. Le seul petit reproche que j'ai à faire pour Mysteries of Thorn Manor, c'est que je trouve qu'à l'intérieur du récit, il y a des réflexions qui sont vachement intéressantes, notamment sur le mariage par exemple, et que finalement ça vient un petit peu se contredire dans le récit, et notamment sur la fin qui est proposée. Que ce soit pour Mysteries of Thorn Manor ou pour Sorcery of Thorn, le roman principal, mon avis est un petit peu le même, à savoir que je trouve ça très sympa à lire, mais que je trouve pas ça non plus incroyable que ça. Après pour autant, quand j'ai terminé Sorcery of Thorns, j'avais envie de lire Mysteries of Thorn Manor, donc c'est quand même que j'ai un intérêt pour la série, mais c'est vrai que du coup je sais pas du tout vous dire si je continuerai ou pas s'il y a d'autres volumes qui sont publiés. Parce que d'un côté oui j'ai cette curiosité et oui c'est quand même assez addictif, d'un autre côté il y a quand même quelques longueurs dedans et quelques éléments qui sont un peu trop prévisibles. Ensuite, je vais vous parler de quelques livres audio que j'ai lus. Tout d'abord, j'ai écouté Leçons de chimie, donc La brillante destinée d'Elisabeth Zott. C'est un roman qui est très original. Vous en avez peut-être entendu parler par son adaptation, je crois que c'est sur Amazon Prime. Pour ma part, je ne l'ai pas vu, mais je serais curieuse de voir ce que ça donnera. Pour ce récit-là, on va donc suivre l'histoire d'Elisabeth Zott, qui est une chimiste dans le début des années 60 ou 50 peut-être au départ du récit. Et c'est une femme qui est vraiment très déterminée, sauf que la chimie c'est un monde qui est très masculin et on lui met pas mal de bâtons dans les roues, on ne la prend pas beaucoup au sérieux. Et on va voir du coup au fur et à mesure du récit comment est-ce qu'elle va réussir petit à petit à s'imposer et comment est-ce que ça va passer par un chemin finalement un petit peu détourné qui est celui de la télévision et plus particulièrement d'une émission de cuisine qu'Elisabeth Zott va accepter d'animer puisqu'elle explique qu'en fait la cuisine c'est assez simple parce que c'est de la chimie. Elle va se retrouver à expliquer à heure de grande antenne, de grande écoute les principes d'oxydoréduction, de plein de choses différentes, de chimie et de comment est-ce qu'on les retrouve dans les méthodes de cuisine. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. C'est un personnage qui est très déterminé, qui est très fonceur, assez droit dans ses bottes, assez franche. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est très agréable à suivre, qui est très frais à suivre. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment sympa. En plus de tout ça, on la suit également avec d'autres personnages qui vont graviter autour d'elle. Au départ, le personnage de Calvin, et puis ensuite leur fille. On a également leur chien 630 et puis d'autres personnages plus ou moins secondaires qui sont autour d'eux. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié la manière dont tout ça a été fait. Donc voilà, vraiment j'ai passé un très chouette moment avec. La lecture audio est vraiment top. C'est certes des leçons de chimie, mais aussi des leçons de cuisine, des leçons de féminisme, à une époque à laquelle c'était pas forcément ce qu'on attendait. On voit
vraiment comment est-ce qu'Elisabeth rencontre plein de bâtons dans les roues qui lui sont mis par rapport au fait qu'elle est une femme et qu'elle veut travailler dans le domaine de la science, à quel point elle n'est pas prise au sérieux, comment ses publications sont récupérées par des hommes principalement. Et voilà, j'ai vraiment trouvé ça très très chouette, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Au final ça a été un petit coup de cœur je pense pour ce récit là, mais c'est vraiment un petit coup de cœur qui s'est installé au fur et à mesure du récit. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très chouette, je vous le recommande très chaudement. Il est également disponible donc en format papier et en format poche, et puis donc aussi en format audio. Et par contre si vous avez déjà regardé la série, n'hésitez pas à me faire votre retour dessus. Et comme je vous ai dit, moi je suis assez curieuse de voir ce que ça donnera, donc peut-être que je finirai par la regarder. Toujours côté livre audio, j'ai également écouté le tome 2 du roman Palace par Mary Carter Robb. C'est donc publié aux éditions d'Urwerk. J'avais lu le premier tome en début d'année, juste à sa sortie vers le mois d'avril. Et c'est vrai que je m'attendais pas à ce que le second tome me paraisse aussi rapidement, mais je l'ai écouté dès sa sortie. Il est sorti en livre audio en même temps qu'en version papier et je l'ai directement écouté. C'est un second tome que j'ai trouvé assez chouette. On ne suit plus forcément les mêmes personnages que dans le premier tome. Et pour ce qui est donc de cette série Palace, on est sur une série qui se passe à peu près à la période de la guerre de Troie, plus particulièrement dans l'avant-guerre de Troie et de tout ce qui va se passer. Ce tome 2 se termine vraiment juste au tout début de la guerre de Troie. On vient d'avoir les éléments qui vont déclencher la guerre de Troie, donc qui viendra pour le tome 3. Mais c'est vrai que dans tout le reste, on voyait plutôt comment est-ce que tout ça se met en place, aussi bien du point de vue humain, avec les guerres entre humains, etc., que surtout du point de vue divin, avec toutes les petites manigances qui sont faites par les dieux pour installer tout ça, parce qu'ils ont envie de voir cette guerre arriver. C'est une série que pour ma part j'ai vraiment appréciée pour ce qui est de ces 2 tomes déjà sortis. Je sais pas si le tome 3 sera le dernier ou pas. Je crois que j'avais regardé mais que j'ai oublié. En tout cas voilà, c'est une série sur la mythologie qui est vraiment chouette. Pour ce qui est de ce tome 2, je m'y suis moins perdue que dans le tome 1. C'est vrai que dans le tome 1 j'avais eu un peu plus de mal à situer tout le monde. Peut-être aussi qu'il y avait plus de personnages qu'on connaît pas forcément, parce que c'est une série dans laquelle il y a énormément de personnages différents. Mais par contre je dois dire que là je l'ai écouté il y a presque un mois et que je me souviens pas forcément très bien de tout ce qui se passe dedans. Après d'un autre côté je m'étais assez vite remise dedans quand j'ai commencé le tome 2 et j'avais pas forcément plus l'impression que ça non plus de me souvenir de ce qui s'est passé dans le tome 1. Donc j'espère que ce sera à nouveau le cas pour le tome 3 et j'espère qu'il sortira également assez rapidement derrière, ce serait assez chouette. Et puis vraiment le travail éditorial est super beau, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec ces couvertures pleines de reflets, donc ça ne gâche rien au plaisir. Ensuite, je vais vous parler de ma lecture de Guerrière par Cécile Alix aux éditions Slalom. On est ici sur un titre qui est publié en collection adolescent chez Slalom, mais je tiens à préciser que c'est un titre qui est quand même particulièrement difficile, donc il n'est absolument pas à mettre entre toutes les mains. C'est un titre qui a un petit trigger warning au tout début du récit, enfin dans les passages là, voilà. Juste ici, il y a un petit avertissement. Certains passages de ce livre reflètent la réalité violente à laquelle sont confrontés les enfants soldats et peuvent heurter les plus sensibles. Alors, j'avais lu cet avertissement. Il faut savoir quand même qu'on commence directement avec une scène de massacre dans un village qui est décrite de manière assez franche. Tout ça du point de vue des enfants qui suivent tout ça et qui vont se retrouver forcés à participer à ces scènes de violence absolument horribles. Donc voilà, c'est pas juste des violences qui peuvent heurter les personnes les plus sensibles, c'est des violences qui peuvent heurter n'importe quelle personne normalement constituée, d'après moi. Dans ce récit-là, on est donc effectivement sur un récit qui parle des enfants soldats, ça se passe en Afrique. Il n'y a pas forcément une armée rebelle de cité, un pays de cité, c'est un récit qui peut s'inscrire dans pas mal de pays différents qui ont connu ces histoires-là malheureusement et qui les connaissent encore pour certains d'entre eux. Dans ce récit-là, on va donc suivre l'histoire d'un frère et d'une sœur, ils sont jumeaux et ils se retrouvent donc embrigadés dans cette armée d'enfants soldats, dans cette armée rebelle, dans laquelle ils vont vraiment être complètement conditionnés. On va à la fois les droguer, les entraîner de façon très dure, on va leur faire subir différents sévices, pas mal de violences, de maltraitance, etc. C'est vraiment un récit qui est assez difficile et puis on va les faire participer ensuite à différents massacres dans différents villages. Donc voilà, c'est vraiment un récit qui est assez rude à lire. Par contre, c'est un récit qui est vraiment intéressant. On voit comment Cécile Alix s'est renseignée pour écrire son roman. Elle explique également dans les remerciements qu'elle a pris contact avec différents anciens enfants soldats pour connaître leur vécu. Et voilà, c'est vraiment un titre qui est très documenté et pour ça, c'est vraiment très bien. Après, pour ce qui est du reste du récit, c'est quand même un récit qui parle aussi pas mal du lien avec la nature et qui parle pas mal de tout l'aspect psychologique et de l'impact que ça va avoir sur les enfants et des différents courants finalement qui vont émerger chez les enfants, entre ceux qui vont vraiment rentrer là-dedans, se faire complètement embrigader, endoctriner et monter finalement dans l'armée rebelle, acquérir de meilleurs statuts dans l'armée rebelle, et puis ceux qui vont
garder cet espoir de s'en sortir et qui vont ou pas y parvenir. Après, je dois dire que même si c'est un récit que j'ai trouvé vraiment intéressant, j'ai un petit peu le même reproche à lui faire que pour le récit Animal, également de Cécile Alix que j'avais lu cet été, qui lui parlait du parcours d'un migrant, à savoir qu'à chaque fois ce sont des récits qui parlent de thématiques très intéressantes, c'est vraiment très bien fait, mais c'est vrai que par rapport à la dureté des thématiques qui sont abordées, je m'attendrais presque à quelque chose d'un petit peu plus sensible. Alors c'est toujours un peu particulier parce que ça dépend vraiment du ressenti de chacun et parce que j'ai pas non plus envie de lire un truc qui fait pleurer, etc. Mais c'est vrai que voilà, par rapport à ces thématiques-là, je m'attends peut-être à être encore un peu plus touchée. Mais en tout cas c'était vraiment intéressant, donc c'est une lecture que je peux vous recommander. C'est une lecture qui d'un côté pourrait être importante à partager à pas mal de personnes et d'un autre côté quand même voilà, je remets un très gros trigger warning par rapport aux éléments qui se passent dedans qui font que du coup ce n'est pas adapté à tout le monde. Ensuite, j'ai également lu Rêver double par Mina M. On est ici sur un roman aux éditions du Chat Noir dans leur collection Adolescents. C'était l'un des titres que j'avais mis dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc je suis très contente de l'avoir lu. Mina M est assez connue aux éditions du Chat Noir et également dans d'autres maisons d'édition pour son travail en tant qu'illustratrice. C'est elle qui a fait du coup cette couverture là. Mais elle a également écrit quelques textes dont Rêver double qui est son roman le plus long publié. Dans ce récit là on va découvrir le personnage de Alcidi. Alcidi c'est une jeune fille qui est assez particulière, qui a certaines passions, certaines choses voilà, vraiment qui l'animent. Son père a disparu, il est parti il y a quelques années de ça maintenant et depuis elle est très passionnée par l'écriture et également très passionnée par l'étude des signes qui peuvent apparaître dans la vie. Donc ça peut être plein de choses différentes. On nous explique qu'elle est, je crois que le mot c'est synesthète, c'est-à-dire qu'elle va associer des mots avec des couleurs, etc. Plein de choses comme ça. Et on voit vraiment comment elle va finalement prendre un petit peu tout ce qui se passe dans sa vie pour des signes. Elle est également très penchée sur les anagrammes, donc le fait de mélanger les lettres d'un mot pour en faire de nouveaux mots. Et c'est également quelque chose qui est très présent, qui est également présent dans son lien, elle, avec l'écriture. Donc voilà, on va vraiment suivre tout ça. Du coup, c'est vrai que c'est un personnage qui est assez particulier à suivre, mais que j'ai bien aimé découvrir. La première partie est plutôt ancrée dans le réel et la fin également, mais c'est vrai que par contre la partie du milieu du récit, elle est beaucoup plus onirique et du coup c'est un style qui pour ma part a tendance à un peu moins me parler, ça a tendance à un peu plus me perdre. Donc c'est vrai que c'est pas forcément ce qui moi me plaît le plus. Malgré ça je suis contente de ce que j'ai lu et j'ai bien aimé la manière dont tout s'expliquait finalement à la fin. J'ai trouvé ça assez original, je m'attendais pas à ce genre de fin en fait. Donc il y a finalement pas mal de thématiques qui vont un peu se mêler dans ce titre là. On nous parle pas mal du deuil, on nous parle également beaucoup des rêves, du lien avec l'écriture, des relations familiales et puis toute cette étude voilà, des signes, des perceptions, des sensations. Donc voilà, j'ai plutôt bien apprécié ma lecture, j'ai plutôt passé un bon moment avec. Pour terminer, côté roman, j'ai également écouté la version audio du roman de Panayotis Pasco, donc La prochaine fois que tu mordras la poussière. C'est un titre qui me faisait assez envie, j'étais assez curieuse de le lire par rapport à tous les retours que j'avais vus dessus. Il est sorti pendant la rentrée littéraire et il vient juste de sortir en version audio chez Audiolib qui m'a donc proposé de le recevoir. Et ça tombait bien parce que je venais de le commencer en version numérique, mais finalement voilà, la version audio me convenait mieux. Pour ce récit-là, du coup, on est sur un récit qui est plutôt autobiographique, dans lequel Panayotis Pasco va finalement écrire un petit peu au fil de ses pensées. C'est un petit peu une écriture thérapie qu'il va nous livrer. Et il va écrire du coup sur pas mal de thématiques qui le questionnent, pas mal de choses qui se passent dans sa vie. C'est un récit qui parle pas mal de sa relation avec son père, de sa relation avec lui-même et avec son homosexualité, et puis également de ses amours, de ses relations sexuelles, et beaucoup également de sa dépression. J'ai vraiment bien apprécié tous ces différents thèmes, j'ai trouvé qu'à chaque fois c'était abordé de manière intéressante, qu'il y avait des réflexions qui étaient intéressantes dessus. Après par contre au niveau du style, c'est vrai que c'est un style qui n'a pas forcément plu à tout le monde. On est sur un récit comme je vous disais voilà, qui est assez court, qui est vraiment au fil des pensées, avec une écriture qui est assez directe, assez orale et parfois assez crue. Donc c'est vrai qu'il y a un langage voilà, qui est quand même un peu particulier, dans lequel il va pas mal parler du sexe de manière assez décrite, avec parfois certaines choses voilà, assez crues, voire vulgaires. Pour ma part ça m'a pas forcément dérangée et au contraire j'ai trouvé que c'était une écriture qui était assez sensible, assez brute, et qui m'a plutôt bien plu, même si c'est vrai que ça aurait peut-être pu encore plus me toucher par rapport à certaines des thématiques qui sont abordées. En tout cas j'ai passé un bon moment avec, je suis contente de l'avoir découvert
et c'est un titre que je peux vous recommander si effectivement c'est des thématiques qui vous parlent. Et pour ce qui est de la lecture audio, du coup je trouvais que ça se prêtait très bien avec la forme, parce que comme on est dans une forme d'une personne qui se raconte elle-même, finalement ça correspond bien avec cette version audio d'une personne qui parle, comme si c'était Panayotis Pasco qui nous parlait. C'est pas lu par Panayotis Pasco, c'est lu par un comédien, mais voilà, en tout cas j'ai trouvé que ça s'y prêtait assez bien, que la lecture audio était bien faite. C'est un récit qui est assez court, donc en version audio aussi, et je suis contente de l'avoir découvert. Ensuite, je vais passer à mes lectures graphiques. J'ai 4 titres à vous présenter. Je vais commencer tout de suite avec Les Moments doux, qui est une adaptation du roman Et ne dure que les moments doux par Virginie Grimaldi. Et pour le coup, celui-ci, ça a vraiment été la bonne surprise. C'est vrai que je m'attendais pas forcément à autant l'apprécier que ça. J'avais pas lu le roman de Virginie Grimaldi dont est tirée cette bande dessinée, parce que j'ai beaucoup aimé certains des titres de Virginie Grimaldi, mais il y en a également certains, un en particulier qui l'a pas trop fait. Et c'est vrai que du coup, j'avais pas suivi ceux qui venaient les années d'après. Donc je ne connaissais pas l'histoire de celui-ci. Pour ce qui est donc de cette histoire, on va suivre une femme à 2 périodes en fait de sa vie. On va la suivre alors qu'elle est une mère d'une 50aine d'années qui a vu son 2e enfant quitter la maison et qu'elle se retrouve toute seule et qu'elle ne sait pas très bien ce qu'elle va faire de sa vie, qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant qu'elle ne vit plus finalement à travers ses enfants. Et puis d'un autre côté, on va également la suivre alors qu'elle est toute jeune maman et qu'elle vient d'accueillir son premier enfant qui va naître prématuré. Donc elle va passer pas mal de temps avec son bébé hospitalisé en unité préma et on va vraiment suivre tout ça, à la fois tout son parcours, toutes ces questions qu'elle va pouvoir se poser elle, et puis surtout en fait toute la solidarité qui va se mettre autour d'elle entre les parents, comment est-ce que ces différents parents qui ont leur bébé en unité préma vont tisser des liens entre eux et des liens entre eux qui vont pouvoir durer pendant des années et des années. Et pour le coup, ça j'ai vraiment trouvé ça très touchant. Je pense que c'est ce que j'ai trouvé le plus touchant dans ce récit-là. Les planches qui sont proposées à l'intérieur sont vraiment très jolies. Elles sont avec des teintes assez pastel, assez douces et qui fonctionnent très bien avec le récit. Donc c'est une histoire complète, je sais plus exactement combien de pages il fait, il doit faire peut-être 140 pages, quelque chose comme ça, mais c'est l'histoire complète du roman qui est à l'intérieur. Et voilà, vraiment pour ma part ça a été une très chouette surprise, je m'attendais pas à autant l'apprécier et je m'attendais pas à être aussi touchée, donc voilà, je suis vraiment très contente et c'est un titre que je ne peux que vous recommander pour le coup. Donc c'est vrai que je suis d'un côté assez curieuse de voir ce que donne le roman et d'un autre côté je me dis qu'il faut pas que je le lise tout de suite, que j'ai trop encore en tête la bande dessinée. Ensuite j'ai lu le tome 8 des Enfants de la Résistance, c'est une série de bandes dessinées jeunesse que j'aime toujours autant. Dans ce tome 8 on va suivre particulièrement les actions des journaux clandestins pendant la Résistance, à savoir depuis l'approvisionnement du papier, puis toute la partie de rédaction, les presses clandestines et enfin toute la diffusion également. Du coup c'est un tome que j'ai trouvé intéressant, même si c'est vrai qu'il avance un petit peu moins par rapport à l'histoire principale de nos 3 héros. Et pour le coup un petit reproche que j'ai quand même à faire à cette série des Enfants de la Résistance, c'est quand même si c'est une série que j'aime énormément, que je trouve très instructive, il y a des cahiers pédagogiques à la fin de chaque tome qui expliquent de quels événements historiques réels sont tirés les différents événements qui se passent à l'intérieur de la bande dessinée. Malgré ça, je dois dire que je trouve que ça avance un petit peu lentement. La série paraît au rythme de 1 bande dessinée par an, ce qui est un rythme assez classique en bande dessinée. Mais en termes d'années, ça se passe quand même assez lentement, donc je sais pas jusqu'à quelle année ils ont prévu d'aller, mais là je crois qu'à ce tome 8, on est encore qu'en 1943. Donc la Corse vient d'être libérée, mais clairement il nous reste encore pas mal de choses à évoquer s'ils veulent aller jusqu'à la fin de la guerre ou s'ils veulent aller plus loin. Donc voilà, c'est un petit peu le petit reproche, c'est que du coup je vois pas très bien jusqu'à combien de tomes ils vont vouloir aller et du coup ça va pas mal s'éterniser dans le temps. Mais sinon en dehors de ça c'est vraiment une très très chouette série, donc même s'ils continuent à faire plein de tomes je continuerai à les lire. Ensuite j'ai enfin découvert une bande dessinée qui me faisait très envie, qui s'appelle Et à la fin il meurt. C'est écrit par Lou Luby et c'est un titre qui est super intéressant. C'est pas vraiment une bande dessinée qui raconte une histoire, c'est plus un essai dessiné et dans lequel Lou Luby en fait a fait tout un tas de recherches par rapport aux contes de fées, par rapport à différents auteurs qui ont pu exister, différents grands auteurs, donc les frères Grimm, Charles Perrault et puis également d'autres en fonction des différents contes. Et elle va expliquer en fait à chaque fois les différentes versions, les différentes variations et montrer pas mal de choses différentes par rapport à ces différents contes. J'ai vraiment trouvé ça super instructif, j'ai trouvé ça très drôle, très sympa, il y a beaucoup d'humour à l'intérieur. Les dessins sont assez simples mais accompagnent parfaitement bien toutes les réflexions, ça en fait quelque chose de beaucoup plus digeste que si c'était juste un texte écrit finalement, donc quelque chose également de plus accessible. Mais voilà, j'ai vraiment trouvé ça très chouette et c'est vrai que du coup on voit à quel point les contes étaient très différents suivant les différents cas, avec des premières formes qui parfois étaient très explicites au niveau de certaines scènes
ou d'autres qui étaient très sanglantes, avec par exemple Cendrillon et les sœurs qui se coupent les orteils et les talons et compagnie. Et puis à côté de ça, d'autres versions un peu plus adaptées aux enfants, mais avec une morale qui est rajoutée derrière. Voilà, donc on voit vraiment toute cette évolution. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, donc ouais, vraiment c'était très chouette, mais effectivement c'est vrai que ça a plus un côté essai qu'un côté vraiment bande dessinée, roman dessiné si on veut. Pour terminer, j'ai lu un roman graphique qui s'appelle Les Tournesols d'Ukraine. C'est un récit dans lequel on va suivre l'histoire finalement du dessinateur de cette bande dessinée, Pietro, qui lui est originaire d'Italie, qui a fait plusieurs rencontres, qui est parti en Erasmus, et qui au fil de ses rencontres et des amis en commun va rencontrer une jeune femme ukrainienne avec laquelle il va faire sa vie. Ils vont emménager ensemble à Kiev, la capitale, et puis finalement on va voir l'arrivée de la guerre avec la Russie et d'à quel point ça va impacter leur quotidien, mais également celui de leurs amis, de leurs proches, de leur famille, et à quel point leur quotidien va se retrouver vraiment rythmé par les journaux, par les informations, par la recherche des informations, de savoir si tout le monde va bien, etc. C'est un titre qui ne prétend pas expliquer tout le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais vraiment juste livrer le témoignage de cette famille-là. C'est quelque chose qui est mentionné à l'intérieur du récit, donc c'est important à préciser. Et c'est vrai que pour ma part, j'ai vraiment apprécié voir ce récit-là, voir leur quotidien. Par contre, au niveau de la forme, j'ai trouvé que c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus facile et de plus lisible, dans le sens où c'est un récit dans lequel il y a énormément d'allers-retours entre les différentes époques. C'est pas juste parfois le passé, parfois le présent, c'est parfois le passé, puis le présent, puis on revient 3 jours avant ce qu'on a vu avant, puis on revient 4 jours après, enfin voilà. Beaucoup d'allers-retours et pas forcément toujours du même point de vue, donc finalement il y a certains événements qui nous sont racontés plusieurs fois de différents points de vue et ça alourdit peut-être un petit peu le récit, mais en tout cas c'est un titre que je suis quand même contente d'avoir lu et c'est un titre que je vous recommande si vous avez envie de vous renseigner un petit peu plus, pas forcément effectivement sur les bases de ce conflit etc, mais plus sur le vécu des populations. Donc voilà, sur ce j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas ou si vous en avez déjà lu certains. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!